Kokoschka a fait plusieurs portraits d'Alma. Leur liaison a été tumultueuse. Alma a écrit dans ses souvenirs tant de tensions, tant d'enfer et de paradis. Il avait fait faire une poupée représentant cette femme qu'il aimait, qui était l'ex-femme de Malheur. Quand Alma a quitté Kokoschka, Kokoschka a demandé à une de ses amies de lui confectionner une poupée grandeur nature, avec une seule exigence, que la peau puisse être touchée, puisse être caressée, et qu'il puisse aussi l'habiller et la déshabiller. Ce n'était pas du tout une poupée de fétichiste, c'était une poupée d'artiste, c'est-à-dire une présence sensorielle qui lui donne l'inspiration. Et puis, il fait un tableau, le représentant, avec sa poupée. C'est quand même tout à fait étonnant et tout à fait extraordinaire, je crois. Et c'est une des bizarreries de Kokoschka. Il y a d'autres bizarreries dans le monde viennois, mais ça, c'est une des grandes bizarreries viennoises. Oskar Kokoschka. Mon corps effréné, excité de couleurs et de sang, se glisse dans vos charmilles, pullule à travers vos hameaux, se glisse dans vos âmes, infeste vos corps. Du silence le plus solitaire, avant votre réveil, mon hurlement s'élève. Je vous dévore. Tout le monde a à l'esprit Mozart jeté dans la fosse commune. Vienne est très cruelle avec ses artistes. C'est à la fois toujours une récupération tardive, mais commerciale et touristique. Le sort qui est actuellement réservé à l'atelier de Klimt, cette précarité, cette sensation que les choses pourraient totalement s'éteindre. On peut dire, à Vienne, les choses ne s'éteignent jamais totalement, mais elles sont toujours sauvées de justesse. Il en avait assez de Vienne, il les avait assez vus. Il s'est retiré, quoi, carrément. Il avait besoin sans doute d'une très grande concentration sur son sujet et sur son métier. Ses derniers tableaux sont parmi les plus beaux qu'il ait faits, et dans cet atelier d'ailleurs hors de Vienne. J'ai le sentiment qu'il y a une lassitude face à la vie sociale qui a été très active. Il y a deux images qui me hantent chez Klimt. C'est à la fois celle qui le présente dans sa grande robe monacale dans son jardin, l'homme du jardin, et puis aussi l'homme sur les flots, quand il vogue sur le lac d'Attersee avec Émilie Flöge derrière. L'homme du jardin, c'est l'homme qui cultive la beauté. L'harmonie chez Klimt n'est jamais donnée. Il ne la trouve pas, il ne la recueille pas dans la nature ou dans la société. Elle est l'œuvre de l'artiste qui doit la cultiver. Gustav Klimt. Tôt le matin, le plus souvent vers 6 heures,
Un peu plus tôt, un peu plus tard. S'il fait beau, je vais dans la forêt voisine. Je peins un petit bois de hêtres au soleil, parsemé de conifères jusqu'à 8 heures. Puis petit déjeuner et baignade. Ensuite, je peins encore un peu, si le temps s'y prête. Le but, c'est de vous immerger dans le feuillage. C'est ça l'idée, c'est-à-dire il n'a plus besoin de profondeur, il ne faut pas que le regard voyage, il faut qu'il reçoive cette douceur, cette matière douce et verte qui tombe dans le regard et que celui qui regarde prenne cette chose à lui et non plus pénètre dans le tableau comme si c'était une fenêtre ouverte. Il ne cherche pas la passivité de votre regard, il cherche à agir sur votre regard pour le mettre en mouvement. Ce frottement entre le mauve et le vert clair crée le sentiment de douceur. Parce que c'est ça le but de ce tableau, c'est de transmettre la douceur des arbres. Au fond, peu importe que Schiele décrive un arbre frêle qui tente de s'élever du sol ou une main décharnée, c'est la même chose. Dessiner pour Schiele, c'est se réaliser. Ce n'est pas reproduire le réel, c'est trouver le réel qui est à l'intérieur de soi. Là, il a assimilé la leçon que Klimt a donnée à la peinture, c'est-à-dire de travailler sur la surface et de ne pas tenir compte de la profondeur. Et cet arbre qui est comme un point d'interrogation, très beau d'ailleurs, sans feuilles, moi je vous avouerai franchement que je vois là-dedans, curieusement, le vrai paysage de la guerre 14-18. C'est-à-dire les arbres torturés et la terre sans végétation et la fumée des bombes. Tous ces gens-là ne savent pas que va avoir lieu cette incroyable catastrophe, parce que jamais on n'aurait pu imaginer. La guerre de 14, on a oublié, nous déjà, nous qui avons si peu de mémoire, nous avons déjà oublié l'énorme catastrophe que ça a été. Et c'est là, évidemment, que toutes les contradictions vont s'exercer. Et donc, à un moment donné, ça va exploser. La guerre fait des ravages dans la population et cette année 1918 est fatale pour notre groupe d'artistes. Seul Kokoschka survit et déploie son art dans d'autres capitales européennes. Il y a 8 jours, écrit Schiele le 27 octobre 1918, Edith a attrapé la grippe espagnole et elle a contracté une pneumonie. De plus, elle est enceinte de 6 mois. Sa maladie est très grave, au point qu'elle risque d'être fatale. Je me prépare au pire, car elle a du mal à respirer. Ce tableau qui montre la relation possible d'enfantement entre un homme et une femme et la création naturelle qui est celle de l'enfant est poignant puisque c'est ce qui n'arrivera jamais à Schiele, qui sera fauché par la grippe espagnole en 1918, 3 jours après que sa femme, qui portait son futur enfant, ne disparaisse elle-même. Il est, lui, l'expression, véritablement, du tragique, en vérité. C'est à travers lui que, véritablement, on sent que tout ce parcours qui s'annonce depuis 1890, qui vient de l'Académie viennoise, etc., se révèle. Ce qui s'est passé à Vienne au tournant du siècle se passe aujourd'hui où nous entrons dans le XXIe siècle.
Cette modernité viennoise est traversée par 3 crises d'identité. Nationale, le pays n'est plus ce qu'il est. Sociale, les classes sociales se confondent. Et une identité sexuelle. Et de cette dissolution généralisée, l'artiste va faire surgir des nouvelles images de paysages et d'hommes. Et c'est en ce sens-là que les artistes viennois sont si importants. Je me reconnais moi-même dans l'image que me tend l'artiste. Le 31 octobre 1918, 12 jours avant l'effondrement de l'Empire des Habsbourg, Egon Schiele prononce ses dernières paroles. Il a 28 ans. La guerre est finie. Je dois partir, et mes œuvres seront exposées dans tous les musées du monde.